Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit le réalisateur Thierry Noël. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes au Festival du film d'Amiens cette année car vous êtes le coprogrammateur de la section Film et Seul. Cette programmation est conçue comme un hommage à Claude Belblé qui est décédé en 2021. Vous aviez écrit avec lui un livre, enfin une revue pardon, qui s'appelle Film et Seul, justement dans 2016 il me semble. Oui, c'est ça, oui. En 2016. Quand on pense à Film et Seul, on imagine déjà se débarrasser du tournage institutionnel, traditionnel du cinéma d'un point de vue technique. On imagine aussi cette idée d'aller peut-être filmer différentes formes d'intimité, d'être plus proche de celles qu'on filme. Filmer seul, ça signifie quoi pour vous ? Alors, disons que j'ai commencé le cinéma de façon traditionnelle à l'école où j'étais, donc classe préparatoire à l'IDEC et l'INSAS en Belgique. Et puis il y a eu mai 68 et l'arrivée de la vidéo, c'est-à-dire il y a eu une espèce de double courant qui est d'une part un grand mouvement social où l'expression, disons, de la jeunesse ou individuelle s'est énormément exprimée, et de l'autre côté le fait que la vidéo est arrivée qui s'est progressivement allégée. On l'appelait vidéo légère au début, elle était quelquefois un peu lourde, mais elle libérait complètement de toute la structure lourde, pesante, quelquefois financière ou concentrée à Paris ou dans les capitales. Et donc, j'ai fait une première vidéo en 68. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'actions culturelles avec la vidéo, justement, ce qui permettait d'un côté, effectivement, comme vous dites, une relation plus intime avec les gens qu'on filme. Il n'y a pas la barrière du cinéma, une équipe, même du matériel qu'on a là autour, qui est toujours impressionnante. On est seul avec sa caméra, donc on a un espèce de dialogue personnel et intime. Ça permet aussi de circuler partout, dans la ville, dans les campagnes, éventuellement aussi de montrer des actions collectives. Moi, j'ai filmé une grève, des manifestations, enfin d'être inséré, on va dire, dans la vie quotidienne et sociale. Voilà. On peut se tourner vers soi, faire des choses très intimes et très personnelles, avoir une relation forte avec quelqu'un sans la gêne de cette équipe, du matériel. Il n'y a pas cette frontière, on va dire, entre le cinéma et le réel. On est dans la réalité. Et puis, on peut filmer les événements autour de soi. Et donc, voilà, j'ai essayé de suivre ce fil-là. Au départ, dans des institutions culturelles qui ont souvent produit ce genre de choses. Et puis après, j'ai fait mon cinéma, on va dire, personnel, d'une part avec un journal, mais on pourra en reparler, et puis un certain nombre de films seuls que j'ai fait, donc le film sur la grève de France 3, les grèves de France 3 par exemple. Et puis j'ai eu une action aussi, on peut dire, un peu pédagogique, puisque j'ai fait 2 stages autour de Filmer seul en Bretagne, à Mayonnec, où j'ai rassemblé les gens qui avaient des projets filmer seuls et essayer de les accompagner, d'écouter leurs projets, éventuellement de donner des conseils, de leur montrer les matériels et de leur permettre de faire leurs films. Quelquefois, c'est des films purement personnels. On filme, on monte, tout le processus est presque chez soi. Ou bien on peut avoir une production qui vous soutient. Voilà. On était parti de l'idée de faire un hommage à Claude Belblé avec qui vous avez écrit, vous avez fondé cette revue Filmer Seul. Il était enseignant-chercheur à Paris 8, à Vincennes, à l'INSAS, à la FEMIS, dans d'autres écoles à travers le monde. Pourquoi vous aviez eu envie tous les deux d'écrire sur cette notion de filmer seul ? Alors, on n'a pas créé la revue Filmer Seul, c'était la revue documentaire. Et c'est une revue assez ancienne, dont il y a eu pas mal de numéros. J'y ai participé pendant une quinzaine d'années. Donc, on a fait un certain nombre de sujets autres. Et c'est certain qu'on s'est retrouvé avec Claude, qui est un spécialiste du son. Et on s'est dit que c'était intéressant, vu les possibilités maintenant de filmer seul, d'une part, d'essayer d'exprimer un peu nos points de vue là-dessus, mais aussi de rassembler, on a rassemblé près de 35 réalisateurs dans le monde entier en leur envoyant un questionnaire, donc des Français, des Belges, des Américains, des Chinois, c'est-à-dire pour voir justement dans le monde comment cette notion et cette pratique commençaient à se développer et avoir les points de vue différents, car chaque réalisateur presque fait un film à sa manière. Et donc c'est aussi, le cinéma est souvent un peu formaté, où il demande de gros moyens, de l'argent, des gros matériels. Là, chacun presque fait son film comme il l'entend. Et donc c'était intéressant de recueillir le témoignage de cinéastes soit français, soit étrangers, et d'aider aussi que chacun puisse voir la pratique de l'autre, éventuellement s'en inspirer,
ou rester totalement soi-même et personnel. Vous l'avez évoqué à l'instant, on disait que dans Filmer seul, il y a une grande forme d'accessibilité. On a une économie de moyens, on peut prendre une caméra Voilà. et se mettre à filmer. Aujourd'hui, avec même les smartphones, on a des films complètement Oui. réalisés à l'iPhone, par exemple. Est-ce que c'est une alternative, concrètement, à la réalisation traditionnelle? Oui, alors on peut passer de l'un à l'autre. C'est pas une obligation de rester un filmeur ou une filmeuse seule. Il y en a qui font que ça. Il y a aussi des grands du cinéma comme Alain Cavalier ou Pedro Costa, un portugais, qui viennent du cinéma, qui ont fait des films traditionnels et qui passent à filmer seul. Et Alain Cavalier, par exemple, est un bon exemple de quelqu'un qui ne reviendra pas au cinéma traditionnel. Il y a des gens qui peuvent alterner et d'autres qui sont nés un peu là-dedans et qui continuent. Ce qui nous intéressait avec Claude, c'est justement de parcourir ces différents points de vue. Dominique Cabrera, par exemple, dont Un film passe demain, a fait des films traditionnels en équipe, produits avec une production lourde. Enfin, c'est pas du très lourd, mais quand même. Et donc, a fait 2 ou 3 films seul, en prenant la petite caméra. Donc, c'est un espèce de choix qui se présente maintenant au réalisateur, passer de l'un à l'autre, ou bien ne faire que des films seuls. C'est une possibilité aussi. Comment vous voyez cette évolution, vous, puisqu'on parlait de vos débuts au cinéma, Oui. où vous avez commencé à mai 68? Comment vous voyez là cette évolution jusqu'à aujourd'hui? Je pense que ça permet une grande ouverture. Ça permet aussi que des gens qui ne sont pas, disons, cultivés, destinés au cinéma, qui ont vécu dans des grandes villes, donc des gens soit de milieux populaires, soit d'autres professions, soit aussi des gens de n'importe quel âge, de s'emparer du cinéma. C'est-à-dire qu'avant, le cinéma était quand même divisé, on va dire, dans 2 grandes cases. Il y avait les amateurs qui filmaient en 8 mm ou après en Super 8 ou même en vidéo et qui faisaient des choses, on va dire, familiales, personnelles, et le cinéma. Maintenant, je crois que ces notions on va dire, sont plus floues. On ne peut pas dire qu'un filmeur seul est un amateur, c'est plutôt quelqu'un qui aime le cinéma sous toutes ses formes, qui emploie peut-être des procédés amateurs, le fait d'être seul, mais en même temps, qui fait des films. Le smartphone, c'est vrai que tout le monde est devenu, moi je dis, peut faire des images et des films, mais le passage au cinéma, on va dire, c'est aussi qu'on conçoit un projet, même s'il est improvisé et qui se développe au cours du temps, mais qui n'est pas, on va dire, des vidéos, mais qui est faire un peu de la vidéo, du cinéma, c'est-à-dire avoir un projet construit et qu'on destine à un public. Pas les envois sur Internet, c'est encore un peu un autre domaine. Faire un film, c'est aussi une responsabilité, on va dire, un peu morale par rapport au public, c'est-à-dire aussi de s'exprimer et de le destiner à un ensemble de gens. Envoyer des vidéos, c'est des échanges Internet, on va dire, hein. Donc il y a aussi ce petit flou entre, on peut faire un film avec son smartphone, mais à partir du moment où on le monte, ou éventuellement on écrit un commentaire, ou éventuellement on a écrit un projet avant, là on rentre dans une case qui est plutôt celle du cinéma, même si c'est une espèce de marge du cinéma qui n'a pas encore ses salles. C'est-à-dire que Alain Cavalier disait justement, quand j'ai fait ces films, j'ai pu les faire du début à la fin, filmer, monter, éventuellement un peu écrire, et avoir un produit fini, sauf qu'il n'y a pas de salle spécifique pour montrer. Bien sûr, on peut montrer dans un cinéma, c'est ce que fait le festival, et ça, c'est tout à fait estimable, je trouve. Enfin, je remercie vraiment le festival, ou Marie-France et Saskia, d'avoir fait ce projet, parce que on est un peu souvent hors champ du cinéma, et on n'est pas toujours accueilli dans des salles et un public. Et là, le fait de l'ouvrir à un festival, c'est lui aussi donner une espèce de dignité ou d'honneur ou de respectabilité, je ne sais pas comment dire, aussi grande que les grandes machines hollywoodiennes, les grands films. Et que quelqu'un qui s'exprime comme ça, c'est un peu comme un peintre ou un écrivain. On devient des artistes individuels, c'est-à-dire qui ont leurs outils, leurs moyens, et qui peuvent s'exprimer sans quelquefois la grosse structure ou les besoins financiers du cinéma. Donc ça ouvre un champ aussi à des gens qui ont plus ce sentiment de l'expression individuelle, l'envie de dire je, alors que le cinéma, c'est toujours un peu nous. Enfin, il y a des grands artistes qui disent je, mais c'est une grande œuvre collective. Bon, après, ça résulte dans un auteur. Le filmeur seul n'est pas tout à fait non plus un auteur, c'est quelqu'un qui parle comme les gens parlent. Voilà. Et cette ouverture-là, je pense que beaucoup de gens jeunes ou de gens qui ne sont pas nés dans le cinéma ou dans la culture
peuvent s'exprimer grâce à ces moyens-là. Oui, il y a une vraie forme de démocratisation et d'accès. Est-ce que vous considérez que filmer seul, c'est un acte politique, un acte militant ? Bon, ces notions-là maintenant, moi j'ai pas de crainte à les utiliser. Comme je disais, tout dépend de celui qui fait ce film. C'est-à-dire que, bien sûr que ça peut être une envie que certains ou certaines qui ne peuvent pas s'exprimer prennent la parole. Évidemment, tout le courant féministe, par exemple, a commencé en vidéo grâce à des gens comme Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, et qui ont, grâce à la vidéo, pu s'exprimer par rapport au cinéma et par rapport à la télévision et critiquer le fait que les femmes avaient très peu de place dans ces gros moyens. Alors qu'une écrivaine peut écrire puisqu'elle a besoin d'un stylo et d'un papier, ou un peintre prend un pinceau et de la peinture. Et ça ouvrait donc le cinéma à des catégories qui ont moins de place dans les médias et donc qui peuvent parler. Mais comme je disais, c'est une chose ouverte. C'est sûr que des gens qui n'avaient pas la parole avant peuvent maintenant la prendre, ce qui leur était beaucoup plus difficile avant. On parlait tout à l'heure d'intimité, d'être proche de ces sujets. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans Filmer seul une forme plutôt d'horizontalité ? Je repense à Qu'est-ce qu'on va penser de nous de Lucille Coda. Oui. Je me souviens que sa mère prend la caméra à un moment donné pour la filmer. Oui. Et ça aurait peut-être pas été possible dans des formes plus traditionnelles. Est-ce que Filmer seul amène cette horizontalité au cinéma ? Absolument. Alors c'est le grand acte qu'on peut faire, c'est-à-dire que cette caméra qui n'est pas très compliqué à manier, alors qu'une caméra de cinéma, même une caméra 16 mm avant, ou ce qui est devenu les grosses caméras vidéo maintenant numériques, il faut 4 ans d'études et 3 personnes pour la manier, un pointeur, un assistant, un cadreur, enfin, tout ça ne permet pas que n'importe qui, on va dire, s'empare de la caméra. Et aussi ce renversement, on va dire, du propos, du discours, du regard, c'est ce que permet Filmer seul. Et c'est un acte très très important. C'est-à-dire que le cinéaste n'est plus cloisonné dans sa profession, ses connaissances, son regard. Il n'est pas au-dessus des autres. Et que l'autre peut renverser, effectivement, comme le fait la mère de Lucille, renverser le regard et interroger. Le filmeur devient filmé. Et cet aller-retour crée un vrai dialogue. Donc une frontière qui saute. Et permet aussi que le cinéaste ne tient pas le discours, le propos, l'écriture, mais qu'aussi il peut la passer à d'autres. Alors tous les filmeurs seuls ne le font pas, mais c'est très fréquent, et je l'ai fait aussi avec la personne avec qui j'ai fait par exemple le journal, de lui passer de temps en temps la caméra, même si elle ne souhaitait pas des fois, mais cette caméra, elle est un peu à tout le monde aussi. Et ce n'est pas un monde clos, qu'est quelquefois le cinéma, même s'il fait des chefs-d'œuvre et des choses magnifiques, mais aussi c'est un univers quelquefois un peu fermé. Et filmer seul, c'est aussi être prêt à être filmé et que la caméra se retourne. Et donc, ce que vous souhaitez peut-être pas dire, quelquefois, quelqu'un vous le fait. Et la scène là avec Lucille est magnifique parce que justement, elle devient un personnage de son film tout aussi intimidé qu'elle avait intimidé les autres. Et ce retournement, je trouve, fait justement un partage, une socialité dans un monde qui quelquefois est très cloisonné, où règne le pouvoir, l'argent, etc. Et là, on fait tomber toutes ces barrières, c'est sûr. On parlait de Qu'est-ce qu'on va penser de nous, justement, qui fait partie de la sélection Filmer seul. Vous êtes coprogrammateur de cette section Filmer seul. Comment vous avez choisi les films qui apparaissent dans la programmation ? Alors, j'ai pas voulu, justement, c'est une des libertés aussi qu'on peut avoir en programmant. C'est-à-dire que, bien sûr, le fait que la revue documentaire ait été publiée a donné l'idée, l'initiative et nourri le programme. Marie-France m'a éventuellement demandé est-ce qu'il y a des films que tu souhaites montrer. Bon, j'ai dit le mien, je serais content, d'autant qu'il a beaucoup de mal à être montré parce que c'est une grève de télévision et un film un peu sur la crise de la démocratie et qui a eu certaines résistances quelquefois de le programmer, de le montrer. Mais je lui aurais dit qu'on a parlé de 2-3, de Lucille notamment, de Dominique Cabrera, etc. Mais je leur ai dit, il y a maintenant une telle richesse de films que c'est à vous de faire votre programme. Et je souhaitais aussi qu'elles choisissent les films en fonction de ce qui leur plaisait, de ce qu'elles avaient envie de montrer. Donc j'ai eu
je n'étais pas vraiment le programmateur, on va dire l'inspirateur, mais avec donc Claude malheureusement qui ne peut pas être là. Mais sinon, je leur ai laissé justement aussi cette liberté de choisir dans le choix de plus en plus grand de filmeurs et de films seuls leur coup de cœur, les envies qu'elles avaient de montrer ceci ou cela. Maintenant, on a tellement de choix que j'allais pas non plus imposer un programme. Justement, vous avez vu des films de cette section alors? Oui, alors Certains vous ont marqué? Vous pouvez nous en parler? Oui, alors bon, le film de Lucie, on en a parlé, et je trouve que c'est un des très beaux films, et justement qui pose la question vraiment démocratique dans quelqu'un qui était destiné à autre chose, et une famille qui n'aurait jamais imaginé faire du cinéma, de pouvoir se retrouver à un film réalisé et à le suivre dans les festivals. C'est un autre monde qui s'ouvre à elle et à eux. Bien sûr, bon, il y a le film de Denis Guerbrand qui est passé, je crois, au début du programme, et qui est quelqu'un qui a toujours filmé seul depuis ses premiers films en 16 mm. Donc c'est quelqu'un aussi dont c'est presque comment dire, la religion, on va dire, de filmer seul. Voilà. Et puis Dominique Cabrera, je disais, bon, moi je connais bien ces films. Et il y a aussi des films d'autres programmes qui ont été filmés seuls. Il y a un film notamment sur la Guadeloupe, je crois, qui est, je trouve, absolument passionnant. Cette recherche dans Pointe-à-Pitre des gens qui errent, et peut-être qu'il n'y a que en filmant seul qu'on pouvait les filmer. Faire arriver une équipe devant des gens comme ça, c'est impossible. Donc on touche aussi des mondes dans le réel qu'on n'aurait jamais pu filmer. Et ça, je trouve, c'est très important parce que le monde qui est montré maintenant à la télévision est quelquefois un peu un monde étroit. Là, le monde est ouvert maintenant aux caméras. Justement, pour revenir un petit peu aussi à votre pratique, à vous, vous avez mentionné plusieurs fois votre propre film Grève à la chaîne sur les grèves chez France TV en 97 et en 2002. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous avez fait ce film? Alors, bon, je travaillais en fait parce que le documentaire ou l'action culturelle que j'avais faite avant ne me permettait pas quand même toujours de vivre. C'est pas des métiers. La fiction quelquefois peut bien financer votre vie. Le documentaire c'est plus complexe. Et donc je suis entré à France 3 comme monteur en région. Je crois que je suis passé à Amiens d'ailleurs. Et puis à la rédaction nationale pour gagner ma vie. Et puis il se trouve, je venais d'acheter une caméra. J'ai commencé d'ailleurs en même temps le journal qui passe là en bas, un film sur Van der Keuken la même année. Et donc il y a eu une grève de France 3, c'est un espèce de hasard. Et donc je me dis, j'ai une caméra, je filme. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer après. La grève pouvait s'arrêter le premier jour. Et il se trouve que cette première grève a été très importante. Il s'est passé des choses très très fortes. Tout un débat sur le syndicalisme, sur la représentation, sur la trahison ou non, sur aussi une télévision, France 3, qui commençait à être très importante et qui souhaitait une reconnaissance, on va dire, financière, mais aussi en images. Et donc, j'avais un matériau. Entre-temps, j'ai fait un film sur Van der Keuken. Et puis, deuxième grève. Et je me suis dit, là, je tiens peut-être une histoire. Et c'est là où le film est seul, quelquefois. On n'écrit pas une ligne. C'est la réalité qui dicte votre scénario. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu une deuxième grève prenait tout d'un coup un sens, puisque la première était très efficace, avait obtenu quelque chose, et puis des débats immenses. Et la deuxième était ce qui se passe peut-être maintenant, c'est-à-dire des grèves qui n'aboutissent pas, où les gens n'obtiennent rien, le désespoir nous tombe dessus. Et donc, tout d'un coup, un film s'est construit devant moi. Après, il y a eu toute une période, ça m'a pris 9 ans quand même, une période pour trouver quand même une production, faire un montage, donc aboutir à ce qu'on appelle un vrai film d'1h35, mais qui est devenu comme représentatif d'une époque avec ces 2 siècles, un où les revendications aboutissent, l'autre où peut-être on est dans un nouveau problème, et qui est devenu un film par sa propre histoire. Et ça, c'est aussi souvent ce que les filmeurs seuls rencontrent. Ils démarrent quelque chose et ils suivent un chemin qui peut ne mener à rien, mais aussi qui va aboutir à un film. Donc, regarder un film seul de ce type, c'est aussi suivre ce chemin suivi par le réalisateur avec les échecs, les difficultés, mais aussi peut-être l'aboutissement. Le film naît de la réalité, alors que souvent un film est scénarisé, dialogué, presque écrit, même certains documentaires, on doit mettre un projet avant. Ce type de film que j'ai fait, c'est
que la réalité crée le film et qu'on suit un peu les choses. En même temps, il y a tout un travail de montage, de réflexion, de commentaires, une écriture postérieure. Mais voilà un petit peu la manière dont ces films-là sont un peu différents, effectivement, de on va dire la tradition du cinéma, scénario, équipe, acteurs, voilà. Là, on est dans autre chose. Et ça peut être, comme je disais, un événement social, un événement historique, mais aussi une simple relation avec sa mère ou son père, avec un frère, avec soi-même. C'est toute cette palette que permet le film est seul. Écoutez, merci Thierry pour cet échange. Oui, merci. J'avais juste un petit mot à dire sur le décor. Allez-y. Non, parce que on est dans un décor qui est très ancien. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un siècle passé presque. Alors que j'ai eu un père qui faisait du design et qui était décorateur d'art contemporain. Et c'est très drôle parce que j'ai vécu dans des décors comme ça. Et mon père un jour a décidé qu'il ne ferait que de vivre dans le design. Et je trouve ça très amusant, le rôle du décor, parce que quand on est caméraman ou réalisateur, on voit toujours le décor quand on entre chez quelqu'un et on se dit « Ah tiens, je rentre là dans un autre monde qui est un monde du passé ou je rentre dans un monde qui est le monde du futur. » Et ça m'amuse beaucoup que vous ayez choisi ce décor. C'est un décor qui a été fait par Koja, donc la brocante de Koja, voilà. à retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, c'est un antiquaire qui, son métier, et qui fait chaque année un décor lié au thème du festival. Cette année, le thème, c'est les vampires. Ah oui. Donc, on est dans un décor plutôt gothique et ancien. Oui. Non, mais je trouve ça amusant d'en parler. Merci pour cette anecdote. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et merci pour cet échange. L'émission arrive à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine.